Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Plus d'un an déjà que nos habitudes, nos choix, notre vie sont rythmés par le coronavirus. Fermeture des écoles, des aéroports, des centres de loisirs, bref, aucun État n'a échappé aux mesures restrictives pour maîtriser la propagation de la COVID-19. Nous avons rêvé d'une année 2021 un peu plus stable et nous voilà confrontés à la nouvelle vague avec de nouveaux variants de virus, des morts se comptant par millions. L'arme dans laquelle les pays placent désormais leur confiance pour faire face à la pandémie est la vaccination, ce qui a créé une ruée mondiale pour l'achat de vaccins. Les pays riches étant accusés d'avoir acheté la plus grande partie de l'approvisionnement. Selon le bilan de l'Organisation mondiale de la santé en date du 26 janvier dernier, 173 vaccins seraient au stade d'évaluation préclinique et quelques vaccins déjà administrés dans plusieurs pays. L'Afrique pourra-t-elle rattraper son retard dans le démarrage de la vaccination? Devrait-on pas penser à une production de vaccins anti-Covid par les Africains et pour les Africains? La stratégie africaine de riposte est-elle appropriée? Le scepticisme face au virus en Afrique est-il fondé? On fait le tour d'horizon des questions avec Dr Pierre Mpele, spécialiste de santé publique et d'épidémiologie et de maladies tropicales. Il est membre du groupe africain de la cellule de veille COVID-19 de l'Académie nationale de médecine en France. Bonjour docteur et merci de la venue. Bonjour. Nous avons également Madeleine Kondo. Elle est présidente fondatrice de l'ONG African Union for Human Rights, auxiliaire de santé. Elle vit aux États-Unis, très préoccupée par l'évolution de la pandémie sur le continent. Elle s'interroge sur l'implication des spécialistes africains de la médecine. Merci à tous pour la disponibilité et surtout, bienvenue à vous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je crois que je devais dire bonsoir parce que c'est l'après-midi au Bénin et nous sommes en pleine matinée. J'espère pouvoir apprendre beaucoup du docteur Mpele et que je pourrai trouver, par exemple, les réponses des questions que je me pose et que la population béninoise surtout, ivoirienne et en général africaine, oui, trouvera quand même des réponses à leurs questions, leurs inquiétudes et que ce sera une nouvelle façon de vivre après cette émission. Parce que j'ai des petites informations que je voudrais partager avec le peuple béninois et le peuple africain. Merci Madame Kondo. Je vous invite à suivre la directrice régionale de l'OMS et on revient après. In the first year of this pandemic, au cours de la première année de cette pandémie en Afrique, le nombre de cas signalés a atteint plus de 3,7 millions. Et dans la semaine à venir, le continent devrait passer le cap dévastateur des 100 000 vies, malheureusement perdues à cause de ce virus. Of 100,000 lives sadly lost to this virus. As part of the rolling out of COVAX. Dans le cadre du déploiement du COVAX, il a été possible d'obtenir une partie du vaccin Pfizer pour un certain nombre de pays africains, de sorte que 4 pays sont sur le point de recevoir des livraisons. Ce n'est pas très vaste, mais cela nous permettra d'acquérir l'expérience de l'utilisation de ce vaccin. D'ici la fin de ce mois, nous aurons la liste des utilisations d'urgence du vaccin d'AstraZeneca, dont nous espérons pouvoir fournir 96 millions de doses à terme grâce à la plateforme COVAX. Docteur Mpele, vous avez suivi la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique qui parle de nouvelles prévisions pour les mois à venir. Votre première réaction? Écoutez, avant de réagir à ce que vient de dire le docteur Mouti, oui, le directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, oui, je voudrais dire bonjour à Madame Kondo et espérer répondre aux questions qu'elle se pose. Mais vous savez, aujourd'hui, face à la Covid-19, les journalistes sont devenus des médecins et les médecins sont devenus des journalistes. Ce qui arrive souvent dans le cas des épidémies. Nous sommes tous emballés et chacun souhaite contribuer à sa manière et donc parfois il y a des informations, mais aussi beaucoup de désinformation.
Alors, pour revenir à la question posée, je voudrais dire d'abord que, mettons-nous dans le contexte mondial. Il y a aujourd'hui à peu près 110 millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Nous savons qu'elle a véritablement commencé en novembre, décembre 2019 en Chine, on le sait. Et donc, 110 millions. 2,5 millions de décès. Oui. Et l'Afrique, c'est 3 750 000 cas et un peu moins de 100 000 décès. Donc, on peut déjà dire que l'Afrique, si on compare avec les autres continents, l'Europe, les États-Unis, l'Afrique a été relativement épargnée. L'OMS nous a des projections qui sont alarmantes, mais l'OMS l'était déjà. Le 7 mai 2020... Et la première vague le 7 mai 2020, l'Afrique avait 50 000 cas et 2000 décès. L'OMS annonçait déjà des projections très dramatiques qui étaient autour de 83 000 à 149 000 décès au cours de la première année et de 29 à 49 millions de cas au cours de la première année de l'épidémie de la pandémie en Afrique. Bon, on a été épargné, donc cette les projections étude sont réalisée par l'université du Witwatersrand, même si ces projections viennent de l'OMS, parce qu'aujourd'hui, la réalité, en février, le 15 février, nous n'avons que 3 750 000 cas et moins de 100 000 décès. Donc vous voyez, c'est peut-être le nombre de décès qu'on a dans un pays européen. Donc nous avons été épargnés et il faut continuer à travailler, à œuvrer contre la pandémie pour éviter une épidémie massive. Vous l'avez dit, l'Afrique a étonné le monde lors de la première vague avec les chiffres qui étaient en deçà des prévisions de l'OMS. Nous nous en sommes peut-être un peu trop vite réjouis vu l'importance de la seconde vague sur le continent. Bon, l'Afrique c'est un continent. L'Afrique est un continent, 54-55 États, ce qui représente plusieurs particularités. Vous voyez, on ne peut pas comparer l'Afrique du Sud qui a presque 1,5 million de cas, oui. Et 55 000 décès avec le Bénin qui a à peu près 5 000 cas et 62 décès. Donc ce n'est pas la même épidémie, même si c'est dû au même virus, mais l'évolution de l'épidémie n'est pas la même. Donc on peut aussi regarder vers l'Afrique du Nord, que ce soit l'Europe, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Ce sont des pays qui ont dépassé très largement les 100 000 cas. Le Maroc, c'est 450 000 cas ou plus de cas. Et donc, il y a plusieurs épidémies, je pourrais dire, en fonction des réalités propres à chaque pays. Deuxième vague en Afrique, pour moi, quand on le dit, j'hésite un peu parce que je dis il y a 54 pays et on ne peut pas parler de deuxième vague en Afrique. On peut parler de deuxième vague au Kenya, on peut parler de deuxième vague en Éthiopie, on peut peut-être parler de deuxième vague en Afrique du Sud, mais qui est déjà dans sa lancée depuis le départ. Oui. Mais on ne peut pas parler de deuxième vague en Afrique de façon générale. Madame Kondo, pour vous qui êtes aux États-Unis où chaque jour on compte des morts par milliers, est-ce qu'aujourd'hui ces prévisions-là vous rassurent? Écoutez, ce que je voudrais par exemple rectifier, c'est que au niveau des statistiques, je suis tenue par le secret professionnel et donc il y a des choses dont je ne voudrais pas parler ici pour éviter, je ne sais pas, des représailles, peut-être vis-à-vis de ma personne, pour le boulot que je fais. Seulement, je ne peux pas me fier aux statistiques. La preuve qu'il y a eu des décès devant moi qui ne sont pas des décès du Covid, c'est-à-dire des décès causés par le Covid, mais où les gens ont pris la peine d'écrire sur le certificat de décès que c'était des décès à partir du Covid. Et même ce qu'on appelle les providers, c'est-à-dire les médecins traitants,
il y a eu une polémique, un genre de discussion entre eux, parce qu'il y a un qui trouvait que ce n'était pas normal qu'on mette Covid décédé des suites de complications du Covid. Et il y a l'autre qui a trouvé qu'il fallait absolument qu'on mette cela. Et dans les questions, il y a un qui a dit, il ne faut pas me créer des problèmes, que c'est ce que l'État demande. Est-ce que vous voyez? Parce que la personne en question, au chevet de laquelle on m'a appelé, parce que je suis auxiliaire de santé, mais je suis manipulatrice radio, c'est-à-dire je suis, comme les anglophones disent, X-ray technician, technicienne de radiologie. Je ne suis pas médecin, je suis radiographe. C'est le radiologiste qui est le médecin. Et donc, à partir de là, le monsieur ne voulait pas accepter ce fait-là, parce que c'est quelqu'un qui est rentré à l'hôpital des suites d'une métastase de cancer, c'est-à-dire d'un aspect généralisé du cancer. Et donc, c'est prévu que la personne allait mourir dans quelques semaines ou bien quelques jours. Et c'est pourquoi, à chaque fois que j'ai eu à intervenir sur les problèmes de santé concernant le continent et même un peu partout où on me pose des questions, je m'éloigne des statistiques parce que les statistiques sont erronées. Voilà une jeune fille de 24 ans qui va accoucher à l'hôpital de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire, l'hôpital que, d'après les autorités de Côte d'Ivoire, la femme de M. Alassane Dramane Ouattara aurait construit ou offert, elle a offert l'hôpital à la communauté et il se trouve que les soins sont payants. Une jeune fille de 24 ans ou 26 ans est allée là-bas accoucher et elle est décédée des suites d'une hémorragie. Et on a dit qu'elle est décédée du Covid. Madame Kondo, vous voyez, ce sont des allégations graves. J'espère que vous avez des preuves. Oui, effectivement, ce n'est pas la première fois que j'évoque cela et les statistiques. Et c'est pourquoi je dis que je ne veux pas être dans les nombres, parce que les nombres ne sont pas justes. Les nombres ne reflètent pas la réalité et les nombres sont influencés par des décisions gouvernementales, telles que le professeur M. Mpélé a dit tout à l'heure. Regardez les provisions qu'on a adressées, qu'on a voulu attribuer à l'Afrique. Et on est loin de ces chiffres-là. Madame Kondo, oui, docteur Mpélé voudrait réagir. Non, je voudrais réagir et en même temps rassurer Madame Kondo que la situation en Afrique, aux États-Unis, vous êtes aux États-Unis, on pourra en parler, ou en Europe, présente des différences énormes. Hein, je crois aussi que nous sommes dans une épidémie qui est différente. Voyez-vous que, par exemple, 85 et même 90% des personnes qui ont le virus ne présentent aucun symptôme. Ou alors, parfois, c'est vraiment un rhume banal que nous connaissons tous, ou un syndrome grippal simple. Oui. Tout le monde a fait de la grippe. Tout le monde, chacun a souvent fait un rhume, même parfois un rhume allergique, ou parfois il n'y a pas de symptômes. Donc, il faut tester. C'est vrai qu'au début, et même certains pays sont en retard dans leur système de dépistage. Il faut faire les tests pour savoir si la personne a le virus ou pas. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, les pays se sont bien lancés. On fait de plus en plus de tests et donc on décèle de plus en plus de cas. Et aussi, il faut savoir, et je voudrais que Madame Kondo, qui est aux États-Unis, a bien compris ce qui s'est passé aux États-Unis. Dans tout, la pression hospitalière était complètement à plus de 100%, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Les malades étaient dans les couloirs. C'est arrivé en Italie, c'est arrivé en France, c'est arrivé dans plusieurs pays européens. Mais en Afrique, nous n'avons pas dans tous les pays cette pression hospitalière qui marque une pandémie de Covid-19 massive avec une pression hospitalière. Je viens du Sénégal, avant-hier, j'ai parlé avec le ministre de la Santé. Effectivement, il y a une deuxième vague au Sénégal et la pression hospitalière est en train d'être très proche des 100%, c'est-à-dire que tous les cas, tous les lits de réanimation sont occupés par les malades. Et là, ils travaillent pour réduire le nombre de malades. Mais on ne peut pas dire qu'en Afrique, on n'a pas sous-estimé les chiffres, simplement, il y a eu des retards, mais aussi parce que
j'ai dit tantôt, c'est pas une épidémie massive en Afrique. Nous sommes dans un continent de 1,3 milliard d'habitants. Voyez-vous? Alors, on a 3,5 millions, moins de 4 millions de cas. Donc, mettons aussi la pandémie, sans pour autant ne pas la prendre au sérieux, oui. Mais donnant aux chiffres la réalité. En Afrique du Sud, ils ont un système très puissant de dépistage. Ils dépistent beaucoup de malades. Mais l'Afrique du Sud, c'est 40 millions, 45 millions d'habitants. Donc, je pense que je ne crois pas qu'on ait... on est caché des chiffres. Simplement parce que notre système d'information sanitaire n'est pas aussi fort, aussi performant qu'en Europe. Nos systèmes de santé sont assez faibles, ou parfois même très faibles dans certains pays. Donc, il faut tenir compte. Ce n'est pas la pandémie, mais c'est nos systèmes de santé qui ne nous permettent pas de dépister tous les cas. On va revenir sur la question du système de santé. Je le disais en introduction, l'heure est à la vaccination partout. Plusieurs pays ont déjà approuvé des vaccins. En Afrique, lesquels sont autorisés? Écoutez, j'étais représentant de l'OMS en Éthiopie, donc j'ai beaucoup travaillé avec l'Union africaine. Oui. Malheureusement, l'Afrique n'a pas de coordination. Il n'y a pas. C'est vrai qu'en 2016, l'Union africaine a beaucoup travaillé pour mettre en place l'Agence africaine du médicament. Donc, comme en Europe, il y a une agence européenne qui donne l'autorisation de marché pour l'ensemble des pays européens. Nous n'en avons pas encore en Afrique, et donc c'est à chaque pays, à partir de faire son choix en fonction du conseil scientifique que le gouvernement reçoit de ces scientifiques. Donc, ce n'est pas une question africaine, c'est une question d'abord nationale avec leur direction des pharmacies et du médicament qui donne les autorisations de mise sur le marché. Et donc, il y a plusieurs vaccins. Les pays vont délibérer en fonction des arguments à la fois épidémiologiques, mais aussi du niveau de la pandémie, mais surtout de la structure de la population. Parce que quand on voit dans le monde 2,5 millions de décès, oui. C'est des personnes qui sont d'un certain âge, du 4e âge, à partir de 75 ans, ou qui ont des comorbidités, diabète, hypertension. Donc, la population africaine est jeune. Vous savez, 42% de la population africaine a 17 et 19 ans. Donc, ils sont jeunes. Ils pourront avoir le virus, mais ils se porteront comme un chat, mais ils pourront contaminer. D'autres personnes. Voilà. Donc, vous voyez, dans un pays comme le Bénin, c'est peut-être moins de 5% de la population qui a plus de 60 ans. Donc, voilà, les risques sont pas... Il faut choisir la population, c'est pour ça qu'il faut une stratégie de vaccination. Et dans la stratégie de vaccination, ça prend en compte les populations prioritaires. C'est vrai que les personnels de santé doivent être vaccinés parce qu'eux, ils sont en contact permanent avec les malades. Maintenant, peut-être les personnes du 3e âge, mais cela fait partie de la stratégie nationale. Ils vont définir quel vaccin et pour quelle population et quel est le plan de vaccination. On a parlé de vaccins, il en existe beaucoup. On sait également que le développement de vaccins prend en moyenne une dizaine d'années. D'ailleurs, jusqu'ici, on nous dit que le vaccin contre les oreillons serait ce qui a été mis au point le plus rapidement possible en 36 ans que nous continuons d'attendre le vaccin contre le VIH. Docteur, il nous a fallu entre 12 et 18 mois pour proposer plusieurs vaccins contre... je pense qu'on l'a même fait en 9 mois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est souvent aussi un enjeu financier important. Donc les États-Unis, d'où est venu le premier vaccin, ils ont mis des milliards de dollars. Ils ont mis en place des mécanismes pour faire travailler, parce qu'il faut aussi des cerveaux. Mettre les cerveaux, mettre les producteurs de vaccins ensemble, leur donner les moyens pour combattre cette pandémie. Je pense que c'est d'abord une affaire de financement. Ce qui n'a pas été pour le VIH-Sida. Et donc, ils ont mis les moyens parce qu'ils étaient aussi concernés directement. Vous voyez l'état de la pandémie aux États-Unis, en Europe. Donc, il fallait travailler au plus vite et même pour des raisons politiques. Si vous voyez bien la politique américaine, vous voyez que le vaccin est arrivé juste avant les élections. Donc, cela veut dire que le président sortant avait mis tous les moyens pour faire travailler et les laboratoires ou les institutions de recherche publiques
mais aussi surtout privés, parce que finalement, c'est les privés qui l'ont emporté. Donc, il y a eu une injection massive de milliards de dollars pour qu'on arrive à trouver le vaccin. Vous avez parlé de politique, vous avez parlé d'économie. Madame Kondo, est-ce que vous pensez que cette rapidité à proposer des solutions pourrait mettre en doute l'efficacité des vaccins? Absolument. Et c'est pourquoi, jusqu'à ce jour, je viens de recevoir mon 15e ou bien 17e email de mes employeurs qui me disent que mon vaccin est prêt, il faudrait que j'appelle pour programmer le jour où je vais le prendre. Et jusque-là, je ne réponds même pas. Je ne leur dis pas que je ne prends pas, mais je ne réponds pas. En ce sens que tous mes collègues qui ont été vaccinés n'empêchent qu'ils ont eu le Covid après. Et la deuxième dose, la première dose, bon, comme tous les vaccins, comme toute injection, le site, c'est-à-dire le lieu où vous avez été vacciné au bras, vous avez des douleurs. Mais la deuxième dose, ils ont tous manqué 4 jours de travail après la deuxième dose. Et je vous ai envoyé un document tôt ce matin où dans une maison de repos en France, les gens ont été vaccinés et on a dit la période même pour que le vaccin prenne, disons, exerce son efficacité dans votre corps, c'est au bout de 12 jours. Et il y a un médecin qui parlait, qui a dit que même les 12 jours, c'est encore peu. Parce que toutes ces personnes-là ont été vaccinées avec le personnel médical, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de ces personnes âgées dans cette maison de repos ont été vaccinés. Et ils se sont retrouvés aujourd'hui avec toutes ces personnes-là contaminées, quand bien même qu'ils aient pris le vaccin. Et je crois que c'est les officiels de l'OMS, même au moment où les Africains se plaignaient que c'est parce que la fièvre Ebola tue exclusivement les Africains et parce que c'est une épidémie qui est sur le continent africain que les, entre parenthèses, entre guillemets, les Blancs ne veulent pas nous aider à trouver un vaccin ou à trouver un traitement efficace pour éradiquer cette épidémie. Finalement, il y a eu... Et ils ont répondu que pour trouver un vaccin efficace contre la fièvre Ebola, il leur faut au moins 20 ans, sinon 10 ans. Et voilà que pour la COVID-19, il y en a qui disent le COVID-19, la COVID-19, voilà que on trouve le vaccin en moins d'1 an. Ça veut dire quoi? C'est parce que la grande majorité de ceux qui sont infectés, de ceux qui meurent, se trouvent chez eux, qu'ils ont eu cette rapidité-là. Parce que comme le professeur, pour tout le respect que j'ai pour votre profession, quand vous dites qu'il n'y a pas eu trop de financement, de contributions et autres, je vais vous dire que le VIH-Sida, par exemple, dans les milieux où ça fait beaucoup de ravages, c'est dans les milieux du showbiz, où les gens se passaient les syringes pour les histoires de drogue, et même il y a des gens qui ont injecté de l'argent dans la recherche. Moi, je pense que la rapidité autour du vaccin de la COVID-19 est due au fait que c'est une affection respiratoire. Sinon, si c'était quelque chose où, par exemple, c'est des contagions qui se font comme par exemple des actes sexuels ou bien des transmissions sanguines, ils auraient pris quand même le temps. Mais là, c'est parce que c'est quelque chose, ça est dans l'air, on ne sait pas où ça se trouve, on ne sait pas si c'est au toucher, si c'est au moment où on éternue. Et donc, la psychose fait que, je pense que c'est ce qui a ajouté cette rapidité-là. Mais sinon, jusqu'à ce jour, en tant qu'auxiliaire de santé, pour ce que je vois tous les jours, je suis quand même sceptique. Je prends avec pincette cette affaire de quoi? On dit quoi? 100 combien de vaccins sur le marché? Il y a 100, c'est quand même trop. Comment ils ne peuvent pas se mettre d'accord? Parce que le problème, c'est quoi? Ils savent qu'il y a une affaire d'argent dedans. Quel pays va avoir le plus d'argent? Quel laboratoire va avoir le plus d'argent? Et alors, dans ces conditions-là, c'est une concurrence. Sinon, pourquoi l'OMS va imposer des vaccins à l'Afrique s'ils ne sont pas d'accord sur un vaccin efficace? Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. L'OMS non, Madame Kondo, oui. Non. Oui, je voudrais juste dire que l'OMS n'impose pas le vaccin. Et dans tous les cas, aujourd'hui, nous ne sommes pas en face d'une vaccination obligatoire et de masse, comme l'est le vaccin, par exemple, de la fièvre jaune, qui est une vaccination imposée à tous les voyageurs.
Nous ne sommes pas encore là. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas reprocher aux États-Unis, aux Chinois, aux Russes, aux Anglais, d'avoir investi beaucoup d'argent et d'avoir mis en place des équipes pour travailler, pour produire les vaccins, pour protéger leur population. Bon. Maintenant, cette vaccination n'est pas obligatoire. Ça dépend des pays africains. Il y en a qui peuvent dire, bon, continuons les mesures barrières. Parce que nous savons, les mesures barrières, pour moi, c'est comme un vaccin social. C'est-à-dire que le vaccin que nous avons, que nous pouvons maîtriser sans avoir à recevoir une injection quelconque. Parce que si on se protège, si on se lave les mains, si on porte son masque, si on évite les rassemblements, si on fait attention, mais on n'est pas obligé d'aller chercher un vaccin. Donc, il faut en même temps que nous parlons vaccin, parce que il faudrait que nous soyons aussi responsables en tant que pays africain. Nous ne pouvons pas tout le temps regarder. Prenons nos dispositions, prenons nos responsabilités pour faire en sorte que nous ayons des stratégies pour répondre à la pandémie de la Covid-19 qui soient efficaces. Donc, simplement les mesures barrières, et même dans ces pays où on a trouvé des vaccins, où l'on vaccine, on continue de demander à la population de respecter les mesures barrières. Mais je voudrais aussi terminer, parce que souvent, l'Afrique, nous faisons tout le temps la politique de l'autruche. Voilà, nous avons un problème et nous ne faisons que parler des autres. Alors, regardons ce qui se fait. Ce qui se fait dans nos différents pays. J'ai dit qu'il y avait 55 États en Afrique. Les réponses sont différentes. Il y a des pays où la réponse a été complètement militarisée. Vous voyez des gens qui sont battus, il n'y a pas d'éducation, la police est dans les rues, c'est des couvre-feux, c'est des états d'urgence. Nous sommes comme en guerre. Donc, je pense aussi que... Et il y a des pays où on circule, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas d'état d'urgence, mais il n'y a pas plus de cas que dans ces autres pays. Donc je pense qu'il faut que nous soyons responsables, mais aussi de penser que devant un problème de santé, que ce soit la Covid, le VIH ou n'importe quel problème de santé, il faut considérer que la solution, c'est les personnes, les populations. Il n'y a pas de réponse qui soit simplement pour les gouvernements de dire faites ceci, faites cela. Des directives qui viennent des gouvernants, qui parfois eux-mêmes ne savent pas où aller. Mais il faut considérer que les populations sont des agents de changement et la solution. Parce que si la population prend en compte le problème, on trouvera l'énergie de se protéger, on en parlera, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les chefs des quartiers, les chefs de famille, les maîtres dans les écoles. Si on se met tous ensemble pour se protéger de la Covid-19, on y arrivera. Peut-être que parfois, ce sont même les gouvernants qui n'accordent pas cette responsabilité. Ah oui, mais je dis toujours que c'est une stratégie à un sens. C'est pas à double sens. Il faut que le gouvernement écoute les populations, que les populations ne sont pas toujours les sujets de nos interventions. On doit considérer dans chaque problème de santé, même dans un problème de développement, qu'il soit dans le secteur agricole, le développement tout court, il faut considérer la population comme un facteur de changement et la solution à nos problèmes. Madame Kondo parlait de l'efficacité des vaccins. Ben, écoutez, on a plusieurs vaccins aujourd'hui. L'efficacité, je ne sais pas si c'est le Zeneca autour de 60%, jusqu'au Pfizer BioNTech 95%. Donc ça varie à peu près, disons, entre 50 ou 60, 95%. Bon, maintenant, le Sputnik, 91, 71, 79%, le chinois Sinopharm ou Sinovac, 91%, enfin bref. Sinopharm, 119% aussi. Oui, mais tout ça, c'est des études parce que c'est ce qui est donné. Mais vous savez aussi dans la réalité, dans la logistique, vous voyez, c'est comme si on vous donne un médicament qui est périmé. Parce que la chaîne de froid, par exemple dans le cas de Pfizer, c'est moins 70, moins 80. Il faut des congélateurs. Il y a des pays africains où on n'a pas une dizaine de congélateurs à moins 80. Parce que c'est comme des congélateurs de laboratoire et on n'en trouve pas partout. Donc, pour faire un programme de santé publique, de vaccination, avec le vaccin Pfizer-BioNTech, il faut avoir,
je ne sais pas, vous voyez, des pays qui sont grands, le Nigeria, donc il faut une chaîne de froid, il faut une organisation quasi militaire. Donc peut-être il faut choisir le vaccin qui est le plus facile à manipuler. C'est pour ça que le nouveau vaccin de Johnson & Johnson est beaucoup plus, parce que non, c'est une société américaine, et que l'Afrique du Sud... Je parle du choix de l'Afrique du Sud. Voilà, parce que c'est simple à utiliser. Il est gardé comme tous les autres vaccins de nos programmes nationaux de vaccination dans le frigo, et parfois même résister à température ambiante, et une seule vaccination. Mais je voudrais dire aussi à Madame Kondo que... vous savez, on est en train d'apprendre aussi. Il faut avoir cette modestie. Ça, et les scientifiques le disent, nous apprenons. C'est une maladie qui n'est là que, on pourrait dire, 1 an et quelques mois. 15 mois, 18 mois. Donc, on ne peut pas tout savoir. Ce virus est vicieux, intelligent. Et donc, voilà, c'est ça aussi la caractéristique des virus. Donc, nous apprenons. Mais cela ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si vous êtes vacciné, vous êtes vacciné à vie. Vous voyez, aujourd'hui, la seule vaccination, il y a plus. C'est pour ça d'ailleurs, si on connaît l'histoire de nos programmes de vaccination, il y a souvent plusieurs vaccinations, y compris le rappel. Mais parce qu'il faut maintenir le corps pour que le corps puisse reconnaître et continuer à fabriquer des anticorps pour se défendre. Donc, on peut avoir la vaccination aujourd'hui, et peut-être cette vaccination n'est valable pour 9 mois. Il faudra peut-être ensuite se revacciner encore. Donc, tout ça est en train d'être précisé de plus en plus, parce que les vaccins aussi, je vous dis, ils sont neufs, pas beaucoup d'expérience, même si les études ont montré une certaine efficacité. Madame Kondo, vous étiez en train d'évoquer la question de la fabrication des vaccins en Afrique. Dr Mpele a évoqué plusieurs problématiques qui pourraient nous amener à dire qu'il est important aujourd'hui d'avoir une réponse africaine en proposant des vaccins pour le continent. Non, mais avant que Madame Kondo, je lui poserai la question. Oui. Madame Kondo, si on vous dit que les scientifiques nigérians ont fabriqué un vaccin contre la COVID-19, est-ce que vous serez prête à vous faire vacciner par le vaccin nigérian? Absolument. Absolument, parce que j'estime que quelquefois, pour notre lutte, Dieu nous répond et nous ne faisons pas attention. Regardez, monsieur, concernant la COVID-19, on a vu, pendant que les tests de dépistage s'étalaient sur 4 à 5 jours, aux États-Unis, ici où je travaille, ça s'étalait sur 4 à 5 jours avant qu'on ait le résultat. Il y a des scientifiques africains sur le continent. Je veux parler je ne sais pas si c'est un Béninois ou bien un Ghanéen, qui avait mis au point le dépistage qui devait être... c'est-à-dire, vous avez les résultats en moins de 3 heures. Et tous les scientifiques africains, et c'est là où je dis que ça révolte un peu. Tous les scientifiques, tous les chercheurs africains, ils n'ont pas pu se mettre ensemble pour ne serait-ce que défendre cette molécule, défendre ces travaux, défendre ces trouvailles-là, ne serait-ce que pour que nous aussi, nous fassions la promotion de nos chercheurs. Parce qu'ils ont beaucoup été dans les mêmes écoles que ces, entre guillemets, ces blancs-là. Mais pourquoi nous fuyons devant les trouvailles, c'est-à-dire les résultats de nos chercheurs africains sur le continent, et puis beaucoup aujourd'hui sont en train de faire la promotion de ces produits européens ou alors ces produits des laboratoires pharmaceutiques étrangers. Personnellement, si, et je dis bien si d'aventure tous les éléments qui doivent figurer sur ce qu'on appelle la carte d'identité du vaccin nigérien y figurent, je ne vois pas pourquoi nos chefs d'État ne peuvent pas se concerter, ne serait-ce que pour faire la promotion. À partir du moment où ce monsieur, dans les essais cliniques, les résultats qu'ils se sont montrés fiables, efficaces, pourquoi on va aller vers un vaccin ou alors une structure de dépistage qui va s'étaler sur 4 ou 5 jours avant qu'on ait les résultats? Dans toute affection, et je crois que le docteur Mpele sera d'accord avec moi, dans toute affection, dans tout traitement de maladie, il y a le facteur temps
qui compte beaucoup. Et plus on traîne les pieds, plus on attend et plus le malade s'en va vers un état critique, de plus en plus critique. Oui, docteur, moi, personnellement... Oui, Madame Kondo, oui. Non, d'abord, je tiens à vous féliciter d'accepter le vaccin africain. Même j'ai dit Nigeria, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, mais ça peut être un autre pays, d'accepter. Donc je pense que c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons, je dirais, entre guillemets, consommer africain. S'il y a un vaccin, l'essentiel, c'est que ce vaccin ait subi les tests et montré son efficacité. Parce que aussi, il faut faire attention, souvent, en Afrique, comme partout d'ailleurs, des charlatans qui profitent de la situation pour proposer des choses qui ne marchent pas. La solidarité africaine se manifeste. On l'a vu avec le Covid organique de Madagascar, où des pays, plusieurs dizaines de pays africains ont envoyé des avions acheter ce produit. Mais malheureusement, l'efficacité en tant que traitement n'a pas été totalement démontrée. Mais bon, il faut continuer. Peut-être qu'ils continuent de travailler pour affiner leur trouvaille. Mais la solidarité était là. Mais je veux dire aussi que, au-delà de l'Afrique, la science est un don de l'humanité, voyez-vous, et parce que parfois même dans les équipes scientifiques qui travaillent aux États-Unis, en Europe, il y a des Africains, simplement parce que nous ne savons pas retenir nos cerveaux et que parfois ils s'en vont, voyez-vous, ils s'en vont, je peux vous donner quelques noms, mais ils s'en vont et ils se retrouvent dans les équipes les plus performantes au monde. Et donc, c'est parfois aussi les mains africaines qui, aux États-Unis ou en Europe, contribuent à créer ce que nous avons aujourd'hui comme médicaments, vaccins et autres produits de santé. Sur la question du Covid organique, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui que c'est parce que l'OMS n'a pas soutenu ce médicament-là proposé par Madagascar qu'on en est arrivé là? Parce qu'à un moment donné, on a laissé des pays consommer. C'est vrai que dès le départ, l'OMS informait déjà sur l'efficacité parce qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments qui prouvaient l'efficacité du Covid organique. Et aujourd'hui, on en est arrivé à ce qu'on conseille aux pays de ne plus accepter parce qu'on en a pas. Non, mais l'OMS est l'autorité mondiale de la santé. Et ce que l'OMS a fait dans le cas de Madagascar, c'est ce que l'OMS fait dans tous les États, y compris les États-Unis. Il y a des procédures. Avant que l'OMS n'homologue un vaccin, vous savez que même le vaccin, on a commencé à utiliser certains vaccins qui n'ont pas encore l'homologation de l'OMS. Oui. Et ce n'est qu'après que l'OMS donne son nom. Donc, ça veut dire que l'État est libre d'utiliser si les populations sont d'accord. Donc, mais je veux dire aussi que l'OMS avait donné des conseils. Et après, il y a même eu un accord entre l'OMS et Madagascar pour mettre en place un essai qui puisse donner des résultats d'efficacité qui serait accepté par tous. Donc, l'OMS est un conseil des États. L'OMS ne décide pas à la place des États. L'OMS assure la sécurité sanitaire mondiale. Donc, bien sûr que l'OMS doit se tenir à ces règles-là. Mais les pays africains auraient pu aller plus loin et soutenir Madagascar. Mais déjà, je dis des dizaines de pays ont acheté ces médicaments. Donc, c'est aussi une reconnaissance et à la fois un soutien. Donc, plusieurs pays ont envoyé, je dis, vraiment des cargos achetés, je connais. Madagascar a distribué également. Et a distribué aussi la CEDEAO, même des pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe ont acheté. Donc c'est à la fois la solidarité, à la fois la reconnaissance, mais à la fin, on s'est aperçu que l'efficacité n'était pas démontrée totalement. Donc il faut continuer à travailler les recherches pour affirmer peut-être demain que cette trouvaille-là a été une bonne contre la Covid-19. Depuis quelques mois, je dirais quelques semaines, on parle de nouveaux variants. On cite spécifiquement 3 actuellement. Docteur, quelles sont ces souches-là? Écoutez, aujourd'hui, on a D'abord, pour dire variant. Oui. Bon, variant, c'est une mutation. D'abord, il faut simplement, nous parlons au grand public, c'est une mutation, c'est un... vous savez, le virus se multiplie. Ça fait partie de l'histoire naturelle de la vie d'un virus. Alors, vous voyez la grippe saisonnière. On n'a pas de vaccin pour la grippe. Il faut l'adapter.
parce que nous savons que ce virus mute et change. Donc il faut aussi que ceux qui développent les vaccins puissent tenir compte de ces mutations-là. Et donc, les virus vont... Et il y a probablement beaucoup de variants. On finit, parce qu'il faut aussi faire des séquençages, c'est-à-dire il faut chercher ces virus-là, ces variants-là. Et donc aujourd'hui, il y en a, on dirait, 3 principaux. Le britannique, le brésilien et le sud-africain. Voilà, avec tout le problème de la vaccination qui fait que... on a dû arrêter AstraZeneca. On a dû arrêter AstraZeneca parce que ne répondent que 22%, je crois. Voilà, donc, mais ça fait partie. Et donc, c'est pourquoi ça mute? Mais au moment où l'information génétique, c'est-à-dire le virus se multiplie, le virus peut oublier quelque chose. Vous voyez? C'est comme nous-mêmes, les enfants. Bon, quand on met au monde, il y a souvent parfois des problèmes. Ou alors, il y a quelque chose qui s'ajoute. Et donc, ce variant-là peut entraîner plusieurs types de conséquences. Oui. Par exemple, que ce variant peut se transmettre plus facilement. C'est-à-dire qu'un taux de transmission qui est plus élevé que le virus. COVID-19. Le premier virus, si on peut dire. Hein, mais aussi que ce virus-là, pour ne pas se transmettre plus rapidement, mais ce virus peut donner plus de sévérité à la maladie Covid. Vous savez, il y a le virus, qui est le SARS-CoV-2, il y a la maladie qui est la Covid-19. Donc le virus provoque la maladie Covid-19. Donc, mais la maladie, comme je l'ai dit au début, 85 à 90% asymptomatique, aucun signe. Vous avez le virus, mais on l'a connu même dans le cas du VIH, de l'épidémie du sida. Il y avait des personnes qui avaient le virus, mais qui n'ont pas fait de la maladie. Donc, mais là, c'est très bien connu. Et donc, le variant peut donner une sévérité plus grande à la maladie. Au lieu que ça soit 85%, ça sera peut-être 75% des gens qui seront asymptomatiques et 25% des gens qui feront des symptômes. Et donc peut-être que beaucoup vont s'aggraver et beaucoup vont mourir. Mais nous sommes là à une phase, à une période clé de l'épidémie. Parce qu'on voit monter le variant sud-africain. Vous voyez, il est dans certains pays, même en Europe, pratiquement à 40-50%. C'est-à-dire que nous allons probablement voir que le virus primaire, si je peux expliquer ainsi, oui. va finalement baisser et ce variant va prendre le dessus. Vous voyez? Et on sait déjà que ce variant a une caractéristique, c'est que ce variant se transmet plus facilement. Donc, le nombre de gens contaminés sera beaucoup plus important avec ce variant. Donc, on est encore de voir, d'étudier, probablement les études sont sorties ou sortiront là, d'analyser la sévérité de la maladie. Est-ce que ce variant va amener plus de cas de maladie ou resteront asymptomatiques, même si la transmission est beaucoup plus importante. Et il faut dire aussi qu'il y a déjà ces variants-là dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Niger. Mais il y a même un quatrième variant qu'on n'a pas encore tout à fait identifié, qui est le variant nigérian. Mais ces variants-là, c'est tout à fait normal. Ça va se promener partout. Ils vont aller partout. Et un des variants va s'imposer. C'est la loi de la nature. Vous voyez, ce variant-là risque de s'imposer et le virus premier qu'on a trouvé en Chine peut-être va disparaître et ce variant-là va prendre le dessus. Donc, ceux qui produisent les vaccins vont s'adapter, ils vont créer un vaccin, ils vont adapter le vaccin pour qu'il puisse être efficace par rapport à ce variant. Mais vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de pays choisissent le vaccin chinois. Parce que voilà, il est fait à partir de l'ensemble du vaccin. Or, par exemple, le Pfizer, il est fait à partir de la spicule, c'est-à-dire que la porte d'entrée du virus dans la cellule. Vous voyez ? Et donc, on verra, les choses vont sûrement
clarifier dans les jours, les mois, les semaines qui viennent. Ouais. Il s'agit plutôt du Nigeria et du Sénégal pour les variants présents en Afrique de l'Ouest. Les pays africains enregistrent un grand retard dans le démarrage de la vaccination. L'ancien président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine également, et d'autres dirigeants du monde ont fustigé les inégalités constatées dans l'accès au vaccin par les pays africains. Madame Kondo, vous pensez plutôt que c'est avant tout aux pays africains eux-mêmes, aux chefs d'État africains qu'on doit s'en prendre? Absolument, parce que, regardez, la politique même sanitaire sur le continent n'est plus une politique sanitaire en tant que telle. Ce que ces dirigeants-là font croire à la population, qui peut-être aux yeux des populations sera vue comme une politique sanitaire, n'en est pas une. Parce que quand vous manquez même du minimum dans un hôpital, face à une pandémie, c'est pourquoi je reviens sur cette question pour dire que c'est Dieu même qui est avec nous. Parce que quand vous voyez dans les hôpitaux, dans nos établissements sanitaires, dans nos établissements médicaux, dans les centres de santé les plus reculés, quand vous voyez, par exemple, ce que ces centres de santé-là manquent, ce qu'on devrait même trouver comme le minimum dans ces centres de santé qu'on n'a pas, on se dit que c'est Dieu qui protège ces populations-là, parce que c'est comme si ces gens-là sont livrés à eux-mêmes et que c'est chaque jour que Dieu fait est un jour qui peut arrêter leur vie, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas accès au minimum, c'est-à-dire aux soins de santé primaires. Ce que je veux demander, par exemple, au docteur, c'est qu'on parle de variantes. Mais jusque-là, je n'ai encore lu nulle part qu'il y a une modification ou alors un changement dans la posologie ou alors dans la façon d'administrer ce qui est sur le marché contre la COVID-19. Vous voulez parler des vaccins? On parle de plusieurs variantes. Et jusque-là, ce sont les mêmes médicaments, ce sont les mêmes vaccins et c'est la même façon parce qu'ils ont parlé des variantes. Il se trouve qu'en France, dans cette maison de repos, on se pose la question si on doit donner la deuxième dose. Et aux États-Unis, la deuxième dose est celle-là qui prouve que vous êtes vacciné. C'est-à-dire après la première dose, vous n'êtes pas encore déclaré comme quelqu'un qui est vacciné contre la COVID-19. Il vous faut la deuxième dose. Et des gens qui sont déjà malades, quand on sait comment le vaccin est fabriqué, que ce soit à partir de sa coque ou alors que ce soit à partir du vaccin lui-même, mais à des efficacités ou bien à des virulences moindres, toujours est-il que quand on vous vaccine, vous prenez un coup. Peut-être que oui. C'est pas grave, mais vous allez faire une petite fièvre, vous allez faire des courbatures, des trucs. Bon, quelqu'un qui est déjà malade et pour des gens qui ont un âge déjà avancé, faut-il qu'on leur administre, qu'on leur donne la deuxième dose ou pas? C'est ma question au docteur Mbele. Madame Kondo, non, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, vos questions sont pertinentes, mais comme je l'ai dit, nous sommes dans une pandémie récente et que on peut pas tout savoir et que on affine notre connaissance que les scientifiques partagent, que les pays partagent pour mieux connaître ce virus. Ce virus, je l'ai dit, intelligent, rusé, on peut pas tout savoir. Donc, mais l'histoire des vaccins, surtout l'Afrique, nous la connaissons. Nous avons les programmes. Vous êtes mère d'enfant, vous savez. Bon. Mais je prends... Alors, la vaccination contre la fièvre jaune, par exemple. Vous savez très bien que vous êtes vacciné aujourd'hui, la vaccination ne sera valable que 10 jours après. Si vous voyagez avant les 10 jours, certains pays vont vous dire non, vous n'êtes pas encore totalement immunisé ou vous n'êtes pas en possession de répondre efficacement contre le virus. Donc, vous voyez, ce sont des règles. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette pandémie nouvelle, on est en train d'affiner. Il y a des pays qui disent, voilà, peut-être on va faire une dose.
parce qu'ils ont déjà eu la maladie. Il y en a d'autres qui disent, effectivement, il faut attendre la deuxième dose pour être entièrement capable de fabriquer des anticorps, de mettre en branle le système immunitaire pour vous défendre. Et que cette immunité-là, peut-être qu'elle sera de 9 mois, de 1 an. On est en train de préciser beaucoup de choses. Donc, il faut aussi accepter cela. Il ne faut pas penser que les scientifiques savent tout aujourd'hui et peuvent nous donner la solution. Les scientifiques travaillent, continuent de travailler. Mais je voudrais dire aussi que le problème de l'Afrique, et je suis d'accord avec vous, c'est que même dans certains pays, j'ai vu, je disais à un ami d'un pays vers l'Afrique centrale, disant, mais attendez, monsieur le ministre, vous êtes devenu le ministre de la Covid-19. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous ne faites que la Covid. Attention, il y a d'autres maladies. Il y a beaucoup de problèmes de santé en Afrique. Nous avons été épargnés, nous n'avons pas, il faut le reconnaître. Continuons à travailler pour que cette épidémie ne soit pas massive en Afrique, mais il y a d'autres problèmes de santé. Vous savez qu'il y a des pays où, depuis le début, ça fait, disons, les premiers cas en Afrique, c'est l'Égypte le 25 février. Le deuxième pays, c'est le 28 février, c'est le Nigeria. Donc, nous n'avons même pas encore un an. Voyez-vous? Mais en un an, vous avez des pays qui ont 50, 100 décès. La mortalité, elle est très faible dans le cas de la Covid. Mais regardez les accidents de la circulation. Il y a des capitales africaines où il y a 10, 15 décès par jour. Donc, les problèmes de santé sont énormes. Il faut réorganiser, il faut renforcer nos systèmes de santé. Et je dis, le paludisme. Nous avons, dans cette année, connu des périodes d'hyper-endémicité. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont morts de paludisme. Donc, la santé, ce n'est pas que la Covid. La santé, surtout en Afrique, on a tendance à abandonner d'autres problèmes de santé et penser que une fois on va résoudre le problème de la Covid-19, la santé sera pour tous en Afrique. C'est un leurre. Donc, il faut continuer à renforcer nos systèmes de santé et penser que nous avons d'autres problèmes de santé. Vous l'avez évoqué en exemple à Madame Kondo, il y a le Nigeria qui envisage la fabrication de vaccins. Est-ce que cela est un signe que certains pays ne font pas confiance aux vaccins proposés? Non, je crois que ce n'est pas une question de confiance, mais je pense que le Niger est un grand pays avec des grands scientifiques. J'ai travaillé 3 ans dans ce pays, donc je connais bien. Et donc, oui, pourquoi pas. Mais je pense que les Africains aussi. Regardez, vous avez parlé des variants au Sénégal. C'est l'équipe de mon ami, le professeur Souleymane Mboup, qui travaille. Mais dans tous les pays, nous n'avons pas de laboratoire capable de faire le séquençage du virus. Au Sénégal, ils en ont 2, le laboratoire du professeur Mboup, l'Institut Pasteur, ils peuvent travailler. Donc, pour découvrir les variants aussi. Alors, c'est la même chose. Je pense que les équipes nigériennes peuvent très bien mettre au point un vaccin. Maintenant, comme Mme Kondo a dit, elle acceptera que de se faire vacciner. Il faudra que les Africains acceptent et que les études soient transparentes et qu'on démontre l'efficacité de cette vaccination-là. Parce que, vous savez, dans certains pays, ils refusent de prendre les médicaments qui viennent du Nigeria. Alors, quand on parlera du vaccin contre la Covid-19 qui vient du Nigeria, je crois que nous risquons de compter les oui. Beaucoup de personnes n'accepteront pas. C'est une question parfois de confiance, mais vous savez, même en Europe, aux États-Unis. Oui, en effet, le scepticisme existe également. Les rumeurs. Voilà. L'OMS a annoncé 600 millions de doses de vaccins du dispositif COVAX dont la distribution n'a toujours pas démarré. L'Union africaine a obtenu 270 millions pour le continent et a informé qu'au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin. Avec quel scénario sommes-nous en train de... Entre avril et juin. Bon, je ne sais pas, l'Union africaine... Écoutez, moi, je suis un peu abasourdi. Je veux dire, nous sommes dans un continent d'1,3 milliard d'habitants. Bon, c'est vrai, 270 millions. Bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Non, je crois qu'il faut aller plus loin. Et aussi, je pense que c'est bien que l'Union africaine encourage les pays, mais la responsabilité de la santé, c'est les gouvernements nationaux, je crois. Je ne vois pas, j'ai pas vu, en tout cas, les problèmes de santé résolus au niveau de l'Union africaine. Moi, je n'ai pas vu des résultats concrets. Donc, c'est les pays. Alors, vous voyez, l'Afrique du Sud, ils ont 1,5 million de cas.
ils ont commencé, ils n'ont pas attendu l'Union africaine. Ils ont même arrêté un vaccin parce qu'ils ont des équipes qui ont montré que ça ne marchait pas. Bon, l'Afrique du Sud, c'est vrai, c'est un pays qui a plus de moyens, mais le Maroc s'est engagé avant l'Union africaine. Ils ont choisi le vaccin chinois et ils sont en train de vacciner. Ils ont 450 000 cas de Covid-19. Donc, je crois que aussi les gouvernements doivent prendre leur... Alors, par exemple, l'Union africaine, l'harmonisation des tests. Je viens de faire un voyage, j'ai dû me soumettre à 4-5 tests. Chaque pays, quand vous arrivez, on vous reteste. Bon, c'est vrai que ça peut être le Sénégal. Oui. J'ai fait mon test au Bénin, je suis arrivé, j'ai montré, ils ont confiance à ce que fait le Bénin. Je n'ai pas eu un autre test. La CEDEAO a d'ailleurs décidé d'harmoniser le coût des textes dans les pays concernés. Je suis sûre que Mme Kondo est d'accord avec vous quand vous parlez de la solution qui doit être africaine, proposée par les gouvernements africains. Absolument. Il faut cette rigueur-là qui nous a toujours manqué au niveau même des grandes décisions dans la vie de nos nations. Parce que je suis choquée quand on évoque l'Union africaine et puis la CEDEAO dans ce genre de discussions, parce que ce sont des organisations qui ont brillé par leur absence, leur corruption et le laisser-aller. Vous êtes d'accord avec moi que pour l'argent que les gouvernants détournent, si cet argent-là, ne serait-ce que la moitié, était mise à la disposition de l'Union africaine, je pense que l'Union africaine allait prendre des décisions dans l'intérêt des peuples africains et du continent. Mais à partir du moment où ce sont les gouvernements qui laissent l'Europe et les États-Unis ou autres financer une organisation typiquement africaine, ils ne vont pas la financer et vous laisser prendre des décisions dans l'intérêt de vos peuples. Parce que tout ce qui appelle à l'intérêt du peuple africain est vu comme quelque chose d'impossible, quelque chose qui apparaît comme une catastrophe aux yeux des Européens, aux yeux de ceux qui s'appellent les peuples civilisés, aux yeux de ceux qui sont regroupés dans cette organisation du G9 ou bien du G20 ou quoi. C'est pourquoi j'ai dit, et je rejoins le professeur pour dire que, effectivement, ça doit être des décisions de gouvernement. Parce que, même si nous avons été colonisés par les mêmes blancs, entre guillemets, même si nous avons été colonisés par les mêmes France, c'est-à-dire la France et la France-Afrique qui est en train de faire ce qu'elle veut en Afrique, toujours est-il que, malgré que nous soyons des frères et sœurs, nous Africains, les problèmes tels que ça se présente par exemple au niveau du Bénin, même s'il y a des similarités avec les problèmes au niveau de la Côte d'Ivoire, mais il y a des particularités compte tenu du climat de la région où sévit ce problème, ou alors de la végétation et même des activités des populations qui y vivent. Madame Kondo. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'une solution ou alors une décision doit être une décision unanime. Nous sommes... allez-y très rapidement. Non, je voulais simplement dire que la santé des populations relève de la responsabilité des gouvernements. Et je pense que quand on regarde un petit pays comme Cuba, c'est l'exemple parce qu'ils ont fondé tout leur développement sur la santé et l'éducation. Et donc, on a vu au début de la pandémie, beaucoup de pays achetaient des respirateurs, mais ils avaient oublié qu'il fallait des personnes pour faire fonctionner ces respirateurs et qu'il y a des pays où il y a un réanimateur pour 500 000 habitants. Donc, vous voyez bien que souvent, il faut que ces politiques de santé soient harmonisées et surtout centrées sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui fait la différence. Vous pouvez avoir des éléphants bruns, plein d'hôpitaux, mais si vous n'avez pas les hommes capables de soigner, de faire la recherche, ce sera possible. Quelque chose de... Docteur Mpele, en quelques secondes, parce que c'est la fin de l'émission, nous allons parler du scepticisme en Afrique où aujourd'hui il y a beaucoup d'actualités qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport à la G5, la puce de G5 qu'on pourrait nous injecter la puce de G5 injectée à travers la vaccination, d'autres maladies à travers le vaccin. Non, nous avons une imagination fertile, mais non, je crois pas. Je crois qu'il faut être... Simplement, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis réaliste par rapport à notre continent. Il faut voir, il faut dire,
quand ça va pas, quand ça va, mais il faut être aussi réaliste et modéré, parce que c'est pas la peine de paniquer l'Afrique. Oui. Je dis que quand vous regardez les chiffres, nous avons aujourd'hui 2,6% de décès. Oui, merci, donc, docteur. Voilà, nous ne sommes pas dans le cas d'une pandémie massive. Il faut prendre des mesures, renforcer les mesures de prévention et voir si on peut associer la vaccination et choisir le vaccin qu'il nous faut. Merci docteur Mpélé, merci madame Kondo pour cette discussion très enrichissante. Ce sera tout pour cette émission. L'actualité sur la Covid évolue chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Nous aurons le temps de revenir sur d'autres volets de la pandémie. En attendant, je vous laisse avec cette phrase du directeur général de l'OMS le 16 novembre 2020. Le vaccin seul ne mettra pas fin à la pandémie. Les personnes devront toujours être testées, isolés et soignés. Les contacts devront toujours être recherchés et mis en quarantaine. Les individus devront toujours être prudents. Continuez de respecter les gestes barrières. Protégez-vous et protégez vos proches. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.